présentation d'une troupe itinérante qui s'est constituée grâce à la magie de Jean-Michel et en ce lieu merveilleux. Cette troupe, donc, c'est l'association Le Phare des Deux Pôles avec sa dynamique présidente Madame Labegade qui est là et puis son équipe. Ils vont vous présenter la première lecture publique à plusieurs voix de leur ouvrage Espoir, qui est sorti juste avant que le Covid n'arrive, qu'on soit tous séparés. Donc les choses ont été ainsi en suspens. Et on s'était promis de créer un événement à la hauteur de ce merveilleux ouvrage qui est ici. L'équipe du Phare des Deux Pôles sera accompagnée au violon par Monsieur Simon Diego Attal et son merveilleux violon. Vous aurez aussi la chance d'entendre un extrait de la pièce de Monsieur Erwan Kennel, La complainte du Bipo, dont on espère qu'il pourra à nouveau la jouer à la rentrée prochaine et on vous en fera part. Il y aura aussi la chanson d'une personne délicieuse, Camille Fanet, qui a écrit et composé une chanson destinée aux personnes souffrant de troubles bipolaires. Les somnambules de l'humain. On peut couper. Et puis, vous pouvez aussi ici admirer et vous procurer les photos de Monsieur Yann Philippe. On a voulu quelque chose de la transversalité des arts, voilà, pour vous faire passer la meilleure soirée possible. Je sais pas. Tu l'entends? Bonsoir à toutes et tous. C'est pas amplifié, c'est juste pour l'enregistrement que le micro est là. D'accord. Il faut parler fort. Voilà. Moi, je suis très émue ce soir, encore une fois. Voilà, peut-être que je vais pleurer parce que j'ai été classée hyper émotive. Alors, voilà, je suis désolée si je pleure. Je voulais vous remercier beaucoup de personnes qui sont présentes ce soir. Déjà Jean-Michel pour avoir organisé cette soirée avec Martine. Je voulais remercier le docteur Miclot qui m'a connue il y a très longtemps dans les appartements thérapeutiques et qui m'a aidée à remonter et à rebondir. Donc, je dois beaucoup à l'hôpital, je dois beaucoup dans mon rétablissement à beaucoup de belles personnes. Je remercie aussi Giovanni qui est venu ce soir et qui est notre nouveau psychologue dans l'association et qui nous accompagne depuis 1 an maintenant. Je voulais dire que je pense qu'on peut revenir de n'importe quoi et de très loin avec beaucoup d'amour et beaucoup de force. Et voilà, merci à tous ceux du Phare des Deux Pôles qui sont là ce soir et ceux qui ne sont pas là et qui sont parmi nous dans nos cœurs. Et je voulais dire qu'il y a très longtemps, j'ai partagé des moments avec Diego aussi, dans un lieu. Il y a en moi une force en moi, une volonté farouche qui me pousse vers l'espoir et la lumière. Yves Saint-Laurent. À vous, chers lecteurs, qui piqués par la curiosité ou concernés de près ou de loin par la bipolarité, allez lire cet ouvrage. Je vous invite tout d'abord, chers amis, à découvrir la naissance de notre petit traité pour mieux vivre avec ces troubles bipolaires. C'était une belle après-midi durant l'hiver 2019. Le soleil baignait la salle. Comme pour chaque groupe de parole du lundi, nous avions disposé des chaises en cercle et comme à chaque fois, je me demandais comment allait se dérouler la séance. Quel sujet allait surgir? Quelle énergie émergerait du groupe de parole? Je les attendais avec impatience. Ils arrivèrent les uns après les autres, les bonjours, les blagues, les « tu vas bien », oui, non. Sentir l'instant. J'ai appris en les regardant à voir sur leur visage leur ressenti du moment.
Le groupe de parole démarra, et soudain une idée me traversa l'esprit. Et si nous parlions des moyens, trucs et astuces que nous avons mis en place pour lutter contre cette maladie et ces crises? Et là, merveille des merveilles, la parole fusa. Tour à tour, ils se livrèrent. C'était tellement fort, tellement émouvant. Ça criait la souffrance, la lutte, l'ingéniosité, la réflexion et la vie surtout. L'émotion était palpable. Le groupe de parole terminé, je me retournai secouée vers Martine, la psychologue, et Marido, l'infirmière qui m'accompagne depuis 4 ans dans l'association, et leur dis « Quel dommage que ce ne soit pas enregistré. Nous aurions pu faire quelque chose de beau avec tout ce que les adhérents ont trouvé pour mieux vivre et appréhender leur maladie. » Et là, surprise, sourire mutin de Martine qui avait déjà capté ce qui s'était déroulé durant cette séance et qui, avec ce calme qui la caractérise, me dit « Écrivez, racontez-vous, faites un livre. » Un livre ou du moins un petit traité expliquant votre combat et vos astuces à tous pour mieux vivre vos vies. Le projet était lancé. Printemps 2019. Mon regard fait le tour de la table. Mon Dieu, quelle fierté, que de chemins parcourus. Ils sont là, penchés sur leurs feuilles, silence religieux, visage grave. Ils vont se raconter. La rumeur de la rue monte et mon esprit vagabonde. Moi, c'était quand? Hier? Oh non, bien plus longtemps, 22 ans déjà. Novembre 1997. La Grande Motte. Il fait froid. Le soir, un grand éclatement. Ça y est, j'y suis. Trop mal, que m'arrive-t-il? Je ne suis plus là, je ne suis plus connectée. Ma fille pleure. Lumière rouge des pompiers. L'hôpital, la porte qui se referme. Ma vie qui reste de l'autre côté. Les barreaux, les clés, les cachets, les cris, la folie, mon incompréhension. Couperez, le diagnostic tombe. J'ai 40 ans et je suis maniaco-dépressive. Ma vue bascule, descente en enfer, trop au paradis. Hurlement de souffrance, éclat de rire d'inconscience. Longtemps, j'ai flirté avec la mort. Je voulais la vie. Pantin désarticulé. Se relever, retomber, rebondir à nouveau. Un grand soupir. Ouf, je reviens dans le printemps de ce 2019. Une grande paix m'envahit. Mon regard se pose jusqu'à chacun d'eux, studieux, concentré. C'est de leur vie dont il s'agit. Je connais une partie de leur histoire, celle qu'ils ont bien voulu vous livrer, leur combat, leur victoire, leur sourire qui parfois cache leur détresse, leur tristesse, les regards appuyés remplis de bienveillance. Cet instinct, sentir quand l'autre ne va pas bien, les coudes se resserrent, la solidarité, le groupe, cette famille à côté de la sienne, de ses semblables, ceux qui comprennent que des fois c'est trop dur, que l'on n'a pas sa place, que l'on ne retrouve plus ses repères, qu'on aimerait bien un lendemain, mais que c'est trop loin demain. Je connais leurs prénoms à tous, leur courage et leur espoir. Ils m'appellent Madame la Présidente avec humour, signe d'affection. Les plus jeunes, ceux qui ont toute leur vie devant et qui sont déjà des anciens combattants d'une maladie qui détruit et construit. Comment leur dire que nous sommes vainqueurs de nos défaites, guerrières et guerriers face à ce que nous ne comprenons pas toujours nous-mêmes? Et puis, il y a le temps, les années qui passent et qui nous rendent plus doux envers nous. Cet autre visage, le rire qui éclate, chassant les yeux bouffis de larmes. Et surtout, ce petit mot qui monte lentement à l'intérieur de nous. Espoir. Chacun doit trouver sa route, pas toujours facile. Les cailloux font mal aux pieds, mais les arbres et le ciel, si beaux à regarder. La vie devant notre vie de personnes ayant un trouble psychique. On a du mérite, on se mérite.
Et puis, il y a ceux qui nous entourent, s'angoissent, nous enlacent de leur amour, de leur affection. Il y a les médecins, les infirmières, ceux qui empêchent la chute par leur sollicitude. Il y a les traitements, les médicaments, la psychothérapie. Tout ce monde qui veille à nous faire tenir debout, sans qui nous n'aurions pas tant avancé. Et puis il y a moi avec mes 63 ans, mes rêves, mon idéal, mon association Le Phare des Deux Pôles, association que j'ai créée en avril 2015, après avoir longuement réfléchi à un sens à donner à cette maladie. L'association s'adresse aux personnes ayant des troubles bipolaires, mais je ne nous résume pas qu'à cela. Nous sommes avant tout des êtres à part entière, avec un passif, souvent une enfance chaotique et beaucoup de souffrance. Le chemin à faire vers le rétablissement est long. Sortir du déni, laisser nos fantômes derrière nous, ne plus laisser la souffrance et la culpabilité de notre bipolarité nous dominer. Accepter cette nouvelle vie, notre hypersensibilité qui est aussi notre force. Je crois que nous ne sommes pas simplement des malades, nous sommes responsables de notre vie et de ce qui peut en découler. Mais surtout, ce que je voudrais témoigner, c'est l'espoir d'un lendemain, car demain existe. Dans l'association, il se passe de belles choses. Il faut juste trouver ce qui donne un sens à notre vie. Nous avons tous des capacités. Parfois, c'est trop tôt. Parfois, trop dur et douloureux, mais pas impossible. Cela aussi, j'ai appris. Je peux tendre la main, mais je ne peux rien si l'autre ne veut pas ou ne peut pas. J'ai appris la distance, une meilleure empathie, à garder ma place qui n'est pas celle de soignant, mais d'écoute et de compréhension. Il y a vous toutes et tous, si forts, si fragiles, l'identité du groupe, les liens. Vous pour qui j'ai tant d'affection. Notre place est dans cette société qui parfois nous rejette, nous fait peur. À nous de la conquérir par notre savoir et notre vécu. Voici, chers lecteurs, tout le chemin parcouru pour venir jusqu'à vous. Oui, nous nous sommes tous livrés avec honnêteté, avec nos vérités, nos larmes, nos luttes, nos vies brisées dans leur élan. Oui, nous vous faisons entrer, amis lecteurs, dans notre intimité avec une grande pudeur. Il faut beaucoup de courage pour se mettre à nu, et nous l'avons tous trouvé. Au fil des lignes, chers amis, vous les découvrirez toutes et tous, des êtres brillants qui réfléchissent, rient, pleurent et souvent se moquent de leurs troubles avec humour. Si en nous lisant une larme s'échappe, un rire ou un sourire éclaire votre visage, si vous portez sur nous un autre regard, si vous nous tendez la main, alors nous aurons gagné. Il nous aura fallu beaucoup d'énergie, de bienveillance et au-delà pour réaliser ce tour de force. Voici, chers lecteurs, qui demain liraient notre petit traité pour mieux vivre avec ces troubles bipolaires, toutes les pensées qui trottent dans ma tête. Mon regard refait un dernier tour de la table. Je soupire. Un élan me monte du cœur. Merci à vous pour ces 5 années merveilleuses. Merci pour vos écrits, votre confiance, votre générosité et votre foi en la vie. Vos écrits sont magnifiques, criants de vérité. Ils sont vous. Bravo à toutes et tous. La vie est belle. Je vais faire quelques ponctuations musicales improvisées car le texte m'est venu. Ma mère qui était dans l'association UNAFAM de parents de personnes touchées psychiquement comme je le suis et touchées aussi par l'émotion qui se dégage quand tu parles, ta douceur.
cette empathie naturelle, même si on s'est croisés et que je ne fais pas encore partie de l'association. Lire ces textes m'a donné envie voilà, de partager avec vous. Et dans l'improvisation, malgré le trac qui se dégage de cette magnifique introduction, et on a partagé, on s'est rencontrés donc avec Erwan dans des conditions à part, et on a pu mener à bien son projet La Complainte du Bipo il y a déjà quelques années. Puis l'intermittence du spectacle et l'intermittence des soins nous a un petit peu éloignés. Et donc on se retrouve de temps en temps, on se croise dans le Guenis, et c'est un bonheur de pouvoir partager avec ces gens si sensibles. Voilà, donc je vous remercie d'avoir pensé à moi, et voilà. Je voudrais remercier notre chère présidente, alias Pol Pot, non, et Diego qui est vraiment quelqu'un de fabuleux. Et ce qu'on va faire, c'est un peu improviser, mais voilà. On n'a pas répété 15 fois comme l'a suggéré Erwan lors de La Complainte du Bipo. On a des restes. Je suis à la fois cause et clé de mes problèmes. Et mon pire ennemi n'est autre que moi-même. Bipolaire et schizo, un foutu diagnostic. Ou comment accepter ces troubles psychiatriques? Très long est le chemin du rétablissement. Il ne faut rien lâcher pour aller de l'avant, car il suffit de peu pour rompre l'équilibre. Le Bipo funambule aimerait être libre, mais il doit se contraindre et prendre ses médocs très régulièrement pour encaisser les chocs. Pour pouvoir se sortir de ce cycle infernal, arrêt du traitement, retour à l'hôpital, apprendre à se soigner semble fondamental. Que de temps ai-je mis pour accepter le mal, briser l'isolement, me refaire un moral et conjuguer ma vie avec mon idéal? Tombé en psychiatrie, tout juste adolescent. Un orage soudain dans un ciel innocent. Ou comment imaginer la première des crises, délirante bouffée, viol de matière grise. Un jeune lycéen dans un accès maniaque vient de tuer son ami, folie paranoïaque. Si Dieu l'avait voulu, j'aurais bien pu le faire et terminer ma vie rubrique fait divers. Mais bien heureusement, il en fut autrement. Et ce fut l'hôpital. Ce fut l'enfermement. Il a fallu 2 mois pour quitter ce délire. Traversée de l'enfer, véritable martyr, enfermé dans sa tête et privé de raison, la prison du mental est la pire prison. La communication y est presque impossible. Cauchemar réveillé, solitude terrible, les menaçantes voix détruisent ma logique. Je m'invente une histoire effrayante chronique où je suis sur la terre un monstre abominable. L'homme est éliminé, le dernier des minables. Par bonheur, la chimie et l'amour familial parvinrent à enrayer l'infernale spirale. Si bien que très vite je repris mes études, retrouver au lycée mes vieilles habitudes. Mais prendre un traitement n'est pas sans conséquence.
C'est un prix à payer d'une grande importance, car tu dois supporter les effets secondaires de ces médicaments qui te gardent sur terre. Deuxième effet qui se coule, affronter l'armeur, car la folie fait fuir et la folie fait peur. À jamais, désormais, je porte l'étiquette du malade mental à mettre aux oubliettes. Nombreux sont les amis qui te tournent le dos. Tu mets dans leur esprit qu'un dangereux schizo. Et alors, tu te caches, espérant que l'oubli efface les traces d'un moment de folie. J'ai arrêté les médocs au bout d'un an d'effort. Réussissez mon bac et reprenez le sport. Une seule obsession, redevenir normal. Conjuguer au passé le sinistre hôpital. Je me tournais alors vers les mathématiques et le professorat, une voie très classique. Je voulais par ce choix prouver à mes parents que je pouvais avoir un métier rassurant. Sans passion, je parvins à ce triste objectif, oubliant le théâtre et ses superlatifs. En effet, en secret, je chérissais ce but, devenir comédien, vivre sans parachute, sous les feux de la rampe, on se sent exister, dégager du mal-être, enfin en liberté. Là, mon grain de folie augmente ma présence, ma singularité, un atout, une chance. Dans la vie ordinaire, on se sent engoncé. Ce qui sort de la norme est à éliminer. La comédie sociale est pour moi un enfer. La scène du théâtre, un paradis sur terre. Et lorsque je choisis enfin la comédie, je ne comprenais pas que basculait ma vie. Car sans sécurité, mon psychisme fragile fut vite confronté à des temps difficiles. Inéluctablement, il y eut des rechutes. Et ce fut un combat. Et ce fut une lutte. Toujours identique, le schéma se répète. Ma maladie jaunit, le traitement j'arrête. Très insidieusement, le délire s'installe. Et je dois repasser par la case hôpital. Jusqu'au jour, épuisé, je finis par admettre. À la réalité, il faut bien se soumettre. Bien conscient aujourd'hui de mes troubles psychiques, je ne peux me passer de mes neuroleptiques. Pour de longues années, peut-être à même ma vie, je ne peux qu'accepter la signolachimie. Mais il y a des mais qui se nomment écriture, partage et confession, scène et littérature. Autant de mes heureux qui sont mes vrais psychiatres, mes chemins vers autrui, en un mot le théâtre. Je me prends à rêver et je me dis et si je réussissais à enchanter ma vie. En apothéose, je conclus ce poème par des remerciements aux deux Véros que j'aime, les Houlots. Phare des deux pôles, association lumière, sans laquelle jamais rien n'aurait pu se faire. Car si je n'avais pu rencontrer mes semblables, ma pièce aurait été simplement impensable. Complainte du bipo, j'affiche ma folie. Je brise le tabou, vive la comédie!
bravo à Erwan et Véronique. Bonsoir, moi je m'appelle Pauline. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'écrire dans ce livre car j'ai rejoint l'association il y a 1 an à peine. Et j'ai donc l'honneur de lire le texte de Camille, texte qui me parle beaucoup et qui représente ce que j'ai vécu, mais aussi l'action que j'ai envie de porter avec Véronique et d'autres par rapport à cette maladie. Je souhaitais chaleureusement remercier Véronique qui a été là et qui m'a tellement aidée à aujourd'hui me stabiliser depuis 4 mois. Et sans elle, je ne sais pas si j'aurais été ici. Je tiens aussi à dédier ce texte à mon ami Nicolas qui a été aussi au quotidien dans ma maladie mais qui est parti au mois de janvier car il avait perdu espoir. Donc c'est important pour moi ce livre. Et merci Véro et Brigitte d'avoir été à l'initiative de ce petit traité. Le texte que je vais vous lire s'appelle « Vie ». Diagnostiqué il y a 10 ans, je souhaite, en parlant du trouble bipolaire, faire évoluer les mentalités et consciences pour cesser les stigmatisations. Aider aussi les gens qui se posent encore des questions sur ce trouble. La musique et l'art, en général, me portent et je peux compter sur mes proches si je pars à la dérive. J'aime rire, transmettre, rêver et contribuer à rendre ce monde meilleur. Camille Fanny. Être en vie, avoir envie, donner son avis, être ravi, révolté, tentative de survie. La vie est là, à chaque instant, en chaque être, depuis des millénaires, présente et éternelle. Elle respire depuis le sol jusque dans les confins de l'espace, cette nature à l'existence sans fin à laquelle nous sommes reliés. Les pieds sur terre enracinés dans le pragmatisme et la lucidité, et l'esprit vagabondant dans la voie lactée. Cette vie, nous ne savons pas en jouir pleinement lorsque la dépression creuse un sillon tortueux dans l'esprit dans lequel s'entassent les pensées sombres. Mais la nature, elle, ne cesse son mouvement cyclique et continue d'être, les saisons passent et l'humeur change, des éclats de rire aux éclats de voix. Des moments où même les larmes sont fatiguées de couler, des moments où on n'ose plus dire que ça ne va pas, car on l'a dit trop souvent. Le désarroi face à la tristesse. À nous de regarder la petite pousse verte sur le mur de béton pour voir que la vie est là. Elle est à la fois en nous et partout autour de nous. La bipolarité peut changer, biaiser ce regard que nous portons sur l'existence. Trouver une juste mesure entre le pianissimo et le fortissimo. Je crois à l'évolution positive de l'œil qu'on porte sur le trouble et comment apprendre à vivre avec, le plus sereinement possible pour s'espérer vieillir, tout simplement. Car vieillir implique de vivre encore, de s'ancrer dans le présent et de profiter de la vie en prenant soin de soi et de nos proches sans se sentir condamné. Lorsque j'avais 20 ans, je me disais que je ne passerais jamais 30 ans. Entre-temps, j'ai été diagnostiquée. Aujourd'hui, je m'estime chanceuse d'être encore là. Prendre un traitement, être bien entourée, faire une thérapie, comprendre l'arrivée des symptômes, tout cela fait partie du bien-être qu'on se doit d'avoir envers soi. On se doit cette rigueur, sans manquer de bienveillance, si on veut espérer une évolution dans la gestion du trouble. Dormir est également essentiel. Quand les lumières de la ville deviennent aveuglantes, quand le moindre bruit dérange ou au contraire quand les pensées s'emballent, s'entremêlent trop vite, quand nous manquons de sommeil ou nous dormons trop. Les limites. Il faut trouver les siennes et arriver à percevoir lorsqu'elles sont dépassées et que les symptômes arrivent ou au contraire repérer quand il y en a trop et que ça nous empêche de vivre. On peut regretter la vie d'avant, avant le diagnostic, avant les traitements, avant la responsabilité que nous portons ou vers laquelle nous tendons, avant l'observation nécessaire pour prévenir une rechute. Une vie où les questions étaient moindres et le comportement plus farouche. Même si une part de folie s'en est allée, en aucun cas notre maladie ne nous définit. L'hypersensibilité qui me caractérise est toujours là, même si l'apathie est là parfois, comme symptôme.
Je l'ai perdu, passé un temps, à cause d'un médicament. Le psychiatre m'a alors ajusté le traitement pour pouvoir à nouveau ressentir la vie, les choses, les émotions. La camisole chimique est nécessaire dans les crises graves lors d'une hospitalisation. Elle n'empêche toutefois pas le dialogue. Bien ajuster le traitement est important, car il est bon de ressentir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ça fait partie de la vie. Il n'y a peut-être qu'en étant tombé qu'on sait à quel point il faut du courage pour se relever. Ce courage-là, les gens ne le voient pas forcément. Alors il est bon de leur expliquer. Ce que j'espère, c'est que grâce à la vie et toute sa notion d'évolution sous-jacente, les mentalités pourront évoluer face à ce trouble. Je crois également en la science. Un jour, en pleine crise d'angoisse, j'ai crié à un pompier. « Vous ne savez pas ce que c'est, vous, d'avoir cette maladie. J'en ai marre de cette maladie, je suis fatiguée de vivre, fatiguée de me soigner. Vous ne savez pas ce que c'est. » Ce à quoi il m'a répondu avec sang-froid. « Non, mais je peux vous aider. » Oui, il faut accepter d'être aidé, d'aider aussi, car via des témoignages, nous pouvons expliquer à autrui ce qu'est la maladie. Car oui, nous nous sommes tous battus pour reprendre goût à la vie lorsque nos bouches étaient bien sèches et nos yeux trop gonflés. Nous nous sommes tous battus pour remonter à la surface quand nous avons plongé dans les abysses la tête la première. Nous nous sommes tous battus parce que nous n'avions pas le choix. Seulement, il n'est pas question de survivre, mais bien de vivre. Parfois, je repense à ce chemin parcouru en me disant que ça a été difficile, mais que j'ai survécu à toutes ces hospitalisations, ces tentatives de survie. Cela permet de relativiser certaines choses. Pour avoir frôlé la mort plusieurs fois, oui, je me considère comme bien vivante, avec une incommensurable envie de vivre. Même dans mes pensées les plus sombres, il y a une lueur de vie. Un espoir que je crois parfois perdu, mais qui est là. Il faut du temps, de la patience pour accueillir son retour. Une des définitions de la vie est animation que l'artiste donne à son œuvre. Voilà, entre autres formes de vie, une définition qui me plaît et que je développe dans les arts, particulièrement la musique. Respirer, vivre, cultiver ses passions, regarder la mer et ses vagues qui vont et viennent comme des phases. Effleurer l'herbe fraîche en se disant qu'elle est peut-être plus verte ailleurs? Pas vraiment. Chacun a ses problèmes. Ce ne sont pas les mêmes et tout le monde a en lui une palette d'émotions qui peignent le tableau de leur vie. Chacun a en lui sa part d'ombre et de lumière. Chacun en lui porte cette dualité sur ce qui est bien ou mal. Je crois que l'essentiel est de faire de son mieux avec ce lot d'imperfections qui nous rendent humains. Chez nous, bipolaires, c'est surtout à nous-mêmes que nous faisons du mal. Et je crois que nous sommes tous dans une aspiration de devenir quelqu'un de meilleur et de se dire qu'on est déjà quelqu'un qui a droit au bonheur, comme n'importe qui. La vie est toujours là, elle nous arrache à nos pensées pour lâcher prise, devenir avec humilité et dignité une personne qui se soigne. Se dire malade, c'est se condamner. Se dire qu'on se soigne, c'est évoluer sans cesse. Se dire vivant, c'est accepter de mourir. Entre-temps, il y a toute une vie à vivre.
Je vais vous lire le premier des deux textes que j'ai écrits. Peinture. J'ai trouvé mon nom d'artiste qui correspond à la première lettre de mon prénom et la dernière lettre de mon nom. V-Y. Vie. Il sonne comme la vie. V-I-E. Cette force qui me permet de toujours me relever après chaque chute, aussi vertigineuse soit-elle. P, comme psychiatrie. Derrière ce mot qui fait tant peur, tant de souffrance et d'errance, mais aussi tant d'attente et d'espoir. E, enfermement. La première fois, c'est la sidération. Les cris, les barreaux, les clés. Comment sortir de l'enfermement de soi? I, incompréhension. Pourquoi moi? Pourquoi ma mère? Pourquoi ma fille? Pourquoi mon fils? N, neuroleptique. Antidépresseur, anxiolytique, thymorégulateur, la béquille chimique au quotidien. T, thérapie. Essentielle pour comprendre sa psyché, ses failles, ses blessures. U, urgence. De se sauver, de survivre, puis de vivre et continuer son chemin. R, reconstruction. Après l'anéantissement, lentement, douloureusement, durablement. E, espérance. De tendre vers l'équilibre, la sérénité, la confiance retrouvée. Bonsoir. Je vais vous lire... plus fort. Oui, j'ai pas une voix forte, je sais. Le chapitre intitulé « Art » et qui me correspond bien. Commencer par se définir, c'est peut-être là toute la difficulté. À travers quel prisme je puis être? À cet instant où j'écris, c'est à cause ou grâce à cette particularité. Elle fait partie de moi, mais n'est pas la définition de ce que je suis. Je suis Franck Morlet-Banny, un homme de 35 ans, marié avec 2 enfants. Je suis un homme émotif, sensible, en recherche permanente de compréhension et de vérité, de justice, portant la famille au sacré. Comme les touches de mon piano, chez moi, il y a du blanc et du noir, de la lumière et de l'obscurité. Je suis. Et je suis bipolaire. En premier lieu ou l'une, il aura fallu remonter la vague. La prise en charge psychiatrique et son traitement ont permis cela. Et les ondulations sont celles de la houle,
aucune maîtrise possible à cet instant. On s'abandonne totalement, non pas à la dérive, mais chaque vague est différente, comme le traitement varie selon les variations de la maladie. En premier lieu, ce n'est alors que le début du sillage, et il faut l'emprunter. Cela remue, cela bouge, j'ai alors parfois le mal de mer, les médicaments et leurs effets secondaires. Je m'accroche, une main pour le navire, une main pour moi. Il nous faut passer la tempête et trouver les bons médocs et docs pour rester à flot. Il n'est alors question que de stabilité. Stabilisation pour continuer la progression et les vagues esquissent la sinusoïde. Il y aura le calme après la tempête et je me placerai à la surface. Ni trop haut, ni trop bas, je naviguerai sur une mer d'huile. Je ne suis pas le seul en bateau et c'est une communauté qui se dresse à l'horizon, au large autour de moi. Une femme à bâbord, une foule à tribord. Nous naviguons tous ensemble et à chacun sa vague. Ce remous dans lequel je vis, je navigue sans détour, c'est parfois le prix de mes angoisses. Un mot, un son, un cri, un pleur, un claquement. Je dois garder la tête hors de l'eau et noyer les doutes et angoisses qui me submergent. Alors, je baptise mon navire, mon mouillage sûr sous le signe de l'art. L'art dans lequel je me plonge, j'y nage résolument et en confiance. Ces moments d'expression artistique me dispensent, telle une permission, de l'étouffement. L'art par l'écrit, l'art par la musique, l'art par le chant, l'art par la photographie. Je prends tout ce que l'océan des possibles m'offre. Je me stabilise et navigue en douceur. La mer d'huile n'est pas là en fait, mais tant mieux. Je vis et rame parfois avec mes émotions, mais c'est bon, si bon de se sentir, de respirer, de ressentir. Rester sensible et ouvert aussi à l'esthétisme. J'écris et crie beaucoup, alors la mer est devenue encre. Je tape et frappe sur les touches de mon piano, comme l'eau sur la coque de mon bateau, et il n'y a plus de bien ni de mal, mais une unité, un tout. L'eau est limpide, claire et expression sans filtre de mon âme. Je cherche le beau et la photographie est le reflet du regard que je reporte au monde, à mon monde. Ma bulle, celle qui me rassure et dans laquelle je sais que je suis bien arrimée. Mon corps devient un instrument de mesure, ma voix est le compas qui trace mes octaves et les sons rétablissent le nord en ma boussole. Ainsi, je ne me perds plus. Je ne suis pas seule et tellement émue de ne pas exister seule avec ma polarité double. La quille et la proue ainsi font un tout. Mon navire au large, qui a le phare en approche, crée résonance comme le galet jeté à la mer. Nous sommes tous sur un bateau et chacun le baptise et le remplit de ce qu'il veut, mais sommes communément attirés par sa lumière. Nous avons tous fait voyage jusqu'au phare des deux pôles. Et j'y ai aujourd'hui, dans ce cheminement, amarré mon bateau, parce que dans cette vie, naviguer aussi est un art. Bravo.
Bonsoir. Je vais vous lire un texte d'une des adhérentes qui s'appelle « Mes enfants ». Avant d'être une maman, j'étais une working girl. Je menais ma vie à la baguette et je colmatais les brèches. La naissance de mon fils nous a apporté beaucoup de bonheur, de quoi colmater encore. Mais la naissance de notre fille, sa vie durant 3 semaines en réanimation pédiatrique, puis son décès, ont ouvert les vannes et ont tout emporté sur leur passage. Ont suivi les remises en question et surtout la bipolarité. Mon amour, ma joie de vivre, mon fils, mon amour, ma douleur, ma fille. Vous êtes mes enfants que j'aime, ma chair, mon sang, mon nouvel univers. Mon cœur qui bat et court à l'extérieur de moi, mon cœur qui s'est serré une dernière fois. Ma fille, mon rêve envolé, mon fils, mon rêve éveillé. Entre la vie et la mort, je marque le trait d'union. Choisirai-je un jour un camp? Ma fille n'est plus. Ce petit texte, écrit 1 an après sa disparition, montre l'univers dans lequel je m'étais enfoncée. Heureusement, mon fils de 2 ans et demi au moment des faits est bien vivant. Il a été le dernier fil ténu de ma vie, puis la bouée de sauvetage à laquelle je me suis raccrochée, pauvre naufragé d'une bipolarité naissante. Pourtant, ce texte raconte l'histoire d'une renaissance, la mienne, grâce à l'amour entier, unique, incommensurable que mon petit garçon m'a apporté durant ces années de deuil et de maladie, puis de lente reconstruction. Mon fils, mon amour, la première fois que mon cœur s'est serré à se rompre, c'est le jour où tu es arrivé par la grande porte vitrée de l'hôpital. Tu avançais tout heureux. On allait enfin te montrer ta petite sœur. Tu tenais dans ta main un dessin presque aussi grand que toi, une feuille A4 que tu allais lui offrir. Cette joie naïve, vive, entière, unique, cette profonde foi en la vie et en tes parents m'a bouleversée. J'ai pris ta petite main, je t'ai emmenée vers la salle de réanimation pédiatrique. Je t'ai dit, c'est là qu'est ta petite sœur. Tu m'as répondu, oui, elle est cachée. Toi qui n'alignais pas 2 mots quelques semaines auparavant, en 3 semaines, tu en avais fait du chemin, poussé sous la contrainte des événements. La rencontre a duré 2 minutes. Tu as dit, elle dort. Et tu as commencé à t'impatienter. Mais je sais que ces 2 minutes valent de l'or. Tu as un souvenir d'elle. Elle fait partie de ton schéma mental de la famille. J'ai au moins ce réconfort de ne pas avoir eu à te mentir. C'est primordial. Cela a tissé un lien indéfectible entre nous. 6 mois après ces épreuves, j'écrivais ceci. La seule chose qui me maintient en vie, c'est la joie de vivre de mon petit garçon, le bonheur que je lis dans ses yeux quand il me retrouve le soir. La sensation de son rire qui entre par mes oreilles et coule comme une fontaine bienfaisante à l'intérieur de mon être calciné. Le jour, tu es gardé par la nounou ou par ma mère. Je ne fais que dormir, cauchemarder, dormir. Et puis je m'organise pour le soir, pour ton arrivée. Je suis à la fois impatiente de te retrouver et terrorisée de ne pas tenir le choc de ton énergie. Alors, nous avons passé des mois à regarder le même dessin animé en boucle, Cars, pour ceux qui connaissent. C'est débordant de bons sentiments, tu en étais fanatique, et moi je t'écoutais réagir aux scènes connues par cœur. Ton rire à chaque fois me chavirait. Bien sûr, d'autres personnes m'aiment autour de moi, certaines amies qui ont supporté mes lamentations pendant plusieurs années. Mon mari, ma mère, mon frère, la famille.
Mais ils ont eu leur propre deuil à porter. Mon papa étant décédé des suites de son cancer 5 jours avant mon accouchement. Les voir, c'était voir leur souffrance. Par moments, quand l'hypomanie guettait, c'était insupportable. Moi, l'athée, indécrottable, je me suis enfuie plusieurs fois dans un couvent de bonnes sœurs. Les plantant là, avec leur malheur, elles m'ont accueillie avec bienveillance. Je me souviens des chants latins, tellement purs pour des oreilles de maniaque, que je croyais que mon âme s'élevait au-dessus de tous. Dans mes fantasmes, mon fils m'accompagnait. Je lui prenais la main, m'élevais avec lui dans les airs et lui montrais de vertes prairies. Maintenant que j'y pense, je me rends compte que l'hallucination n'était pas loin. Plus tard, j'écris ceci. Avant-hier, ma psy m'a proposé de diminuer les médocs, anxiolytiques et antidépresseurs à l'époque. Cela me prend de court. Où vais-je trouver l'énergie nécessaire ? Comme tous les mercredis matins, mon fils arrive et se glisse sous la couette pour faire la cabane. Je suis dans mes pensées, couchée sur le côté, en chien de fusil. Tout à coup, il me demande « Maman, est-ce que je peux dormir dans ton grand trou ? Tu veux mettre la tête sur mon ventre ? Oui, c'est le déclic dans ma tête. Baisser les médicaments, c'est dire que je vais bien, que c'est passé. Tout le monde n'attend que ça, que je taise ma douleur, mon mal-être quotidien. Mais lui, au de ses 3 ans et demi, il a tout compris. Et en plus, il sait l'exprimer. Lui, il sait comment je vais, où j'en suis. Il y en a au moins un qui sait. Ça tombe bien, c'est pour lui que je vis. Bien plus tard, 6 ans plus tard exactement, j'ai ri pour la première fois. D'un rire franc et profond. Mon fils venait de faire une blague. Il a bien grandi aujourd'hui. L'amour et la confiance sont encore au rendez-vous, malgré l'adolescence qui pointe son nez. Toutes ces années, il a été mon réconfort quotidien. De très, très nombreuses journées grises ont passé avec en point de repère l'histoire à lire avant de le coucher, le câlin du soir. Certes, la psychiatrie et les médicaments ont fait leur part de miracles. Mais lui, c'était mon alchimie à moi. Il m'a sauvé la vie. Chacun vient, paraît-il, sur Terre avec un but. Je n'ai pas bien compris celui de ma fille, si ce n'est celui de me déclencher un trouble bipolaire. Par contre, je connais celui de mon fils. Il continue chaque jour de me sauver la vie. Mon but à moi est devenu de l'éduquer le mieux possible. Au fur et à mesure que la maladie se tait en moi, le cercle s'élargit. J'ai renoué avec ma famille, mes amis, puis, enfin, très récemment, avec le travail. C'est toujours mon fils qui me pousse à avancer vers ces nouveaux horizons. Pour le travail, il m'a franchement encouragée. À sa façon, chaque jour, il éclaire ma vie et je lui en suis infiniment et éternellement reconnaissante. Bravo. Je suis un être de chair et de sang, en proie à l'émotion. Je suis une personnalité complexe et simple à la fois, remplie de contradictions et de questionnements existentiels. Je suis une personne qui vit avec un trouble bipolaire diagnostiqué tardivement, mais avant tout, je suis une femme, une épouse, une sœur, une mère, une secrétaire de direction, une artiste peintre, et le tout doté d'une grande sensibilité. Vous ne pouvez pas continuer ainsi. Ce n'est pas une vie. Être hospitalisé chaque année, être 6 mois en arrêt maladie, puis reprendre le travail durant 6 mois pour retomber malade, et à nouveau être hospitalisé. Non, cela dure depuis trop longtemps, depuis 4 ans précisément. Ça ne peut pas continuer ainsi. Je vais vous mettre en invalidité.
vous ne pourrez plus travailler car je vais vous mettre en invalidité catégorie 2. Le couperet est tombé. Ma vie, ou tout du moins ce qu'il en reste, s'écroule. Je ne trouve pas les mots pour répondre à ce verdict impitoyable que me donne le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie un jour de novembre 2014. J'arrive difficilement à répondre. Mais moi, je veux travailler, moi. Non, vous ne le pouvez plus, ça suffit comme ça. Mes pensées s'entrechoquent. Si je ne peux plus travailler, mais que vais-je faire ? Cela fait 30 ans que je rends de bons et loyaux services en tant qu'assistante de direction. Je travaille depuis l'âge de 19 ans. Je n'ai même jamais pris de congé parental pour élever mes 3 enfants. Comment imaginer ma vie sans le travail ? Moi qui ai tant donné à mes employeurs. Je suis déstabilisée. Il va falloir digérer la nouvelle. Il va falloir s'inventer une nouvelle vie dans laquelle il n'y aura plus de réveils matinaux pour se rendre au travail, pas de collègues à qui dire bonjour, pas de responsabilité. J'écope de la double peine. Je souffre de troubles bipolaires et maintenant on me prive de ma vie professionnelle et sociale. Que vais-je devenir ? Que vais-je faire de tout ce temps ? Je vais mettre plus d'1 an à m'en remettre. Je me sens vidée de sens, de but. Je ne fais pas grand-chose de mes journées. Je subis, je plie, je me recroqueville. Et puis comme les mauvaises nouvelles ne vont pas seules, j'apprends en mai 2015 que j'ai un cancer du sein. Il faut avancer. Je m'occupe de moi. Je vis malgré tout ce cancer sereinement, confiante. En recherche d'occupation, je décide de m'inscrire à un cours de photographie en septembre 2015. J'ignore à ce moment-là que cette décision sera très importante pour moi et qu'elle aura un impact sur ma vie future. Je crois que la vie est faite de rencontres non fortuites et que nos choix, nos décisions nous conduisent là où nous devons aller. Un jour, une amie du cours de photo, art-thérapeute de formation, m'informe d'une projection de film suivie d'un débat dans le cadre de la Journée mondiale des troubles bipolaires, en ce mois de mars 2016. Je m'y rends avec intérêt. Le film est projeté et à la fin de la projection, une femme se lève et se présente comme étant Véronique Labedade, présidente de l'association Le Phare des 2 pôles. Je ne me souviens plus précisément de ce qu'elle a dit, mais je retiens qu'elle a créé cette association pour venir en aide aux personnes souffrant de troubles bipolaires, en leur offrant un temps et un espace pour se retrouver et échanger lors de groupes de parole. Enfin, je vais pouvoir rompre mon isolement. Enfin, je vais pouvoir rencontrer d'autres personnes qui ont la même pathologie que moi, dans un cadre qui ne soit pas l'hôpital ou la clinique. Des personnes qui sont comme moi, plus ou moins stabilisées. C'est ainsi qu'en avril 2016, je me présente au CMP Le Bellagio à Nice pour assister à mon premier groupe de parole. J'y trouve de la bienveillance, du respect, de la compréhension, du réconfort. Ce contact me fait du bien. Je me sens alors bien entourée de mes pairs. Je me sens exister pour ce que je suis. Je me sens revivre. J'entrevois une fenêtre par laquelle je vais pouvoir respirer, me remplir et m'exprimer. À la fin de la réunion, je me présente à la présidente de l'association en lui faisant savoir que j'ai du temps libre et que si elle a besoin d'aide, je serai heureuse de mettre à son service mes compétences en tant que secrétaire. Elle accepte immédiatement. Très vite, je la retrouve chez elle pour travailler pour le bien de l'association et de ses adhérents. J'utilise le terme « travailler » à escient, car j'y mets le même investissement et le même sérieux que lorsque j'étais employée en tant qu'assistante de direction
auprès de présidents de grands groupes internationaux. Petit à petit, notre binôme se met en place, avec ce que cela signifie en termes de confiance, de respect et d'amitié. Depuis maintenant plus de 4 ans, mais ça c'était il y a 3 ans, que je suis, donc plus de 6 ans maintenant que je suis à ses côtés, je peux dire que nous avons trouvé nos marques, notre rythme et que notre tandem fonctionne bien. Œuvrer en tant que secrétaire de l'association me donne un sentiment d'utilité et de valorisation. Je mets à son service toutes mes qualités humaines et professionnelles. Grâce à l'association, je rencontre des personnes comme moi, écorchées, malmenées, mais qui se reconstruisent et vont de l'avant. Des liens d'amitié sincères et véritables se créent entre les membres de l'association. Je découvre la sororité. J'appartiens à cette communauté d'espoir et de soutien. Je ne me sens plus seule face à mes troubles, mes angoisses, mes manques et mes questionnements. Grâce encore à l'association, j'ai fait partie un certain temps de la commission des usagers et du comité de bientraitance de l'association hospitalière Sainte-Marie à Nice. Et depuis juin 2019, j'ai commencé à participer à des groupes de travail dans le cadre du projet territorial de santé mentale de la région PACA. Représenter les usagers en santé mentale dans ces instances m'ouvre encore d'autres horizons. Je me sens investie d'une responsabilité, d'une reconnaissance. Près de 8 ans après ma mise en invalidité, j'ai finalement trouvé un équilibre en ayant une activité bénévole pour une association qui me représente et dont je défends la cause, une pratique artistique par le biais de la peinture qui permet de m'exprimer et d'extérioriser mes émotions, et enfin du temps libre pour moi, pour me reposer et me ressourcer. J'ai su remonter la pente, rebondir, trouver une voie parallèle et restructurer ma vie. Le bénévolat permet de se sentir utile, de faire quelque chose pour autrui, de s'engager, de s'enrichir au contact des autres, de donner du sens à sa vie et être source de plaisir et de satisfaction. Si je veux être honnête, je dois avouer que je me sens aujourd'hui bien plus apaisée, en harmonie avec moi-même. Le bonheur ne réside pas dans la seule réussite professionnelle et sociale. Il se trouve dans la relation à l'autre, de surcroît lorsque celle-ci est totalement désintéressée. Donner de soi à autrui pour une cause juste et importante est très enrichissant et motivant, et l'on reçoit alors tellement. Je veux enfin dire que dans cette seconde vie, je me révèle, m'ouvre sur les autres et j'ai le sentiment de devenir meilleure. Post-scriptum, dans le cadre de l'atelier photo, j'ai réalisé un travail personnel d'autoportrait pour parler de ma maladie. Cette réalisation a été un tournant marquant dans ma recherche de stabilité. Le texte que j'ai lu tout à l'heure a été écrit par une adhérente. Désormais, je vais vous lire mon texte. Donc, si jamais j'ai la voix qui tremblote un peu, si les larmes montent, compréhension. J'ai accepté d'être dévastée par la maladie pour reconstruire une vie meilleure. Je m'appelle Clara. Je souffre de troubles bipolaires et d'un trouble du comportement borderline depuis mes 20 ans. Après de nombreuses années d'errance médicale, de traitements médicaux inadaptés et de séjours répétés en hôpital psychiatrique, je me suis retrouvée au centre expert de la bipolarité à Monaco en 2012. C'est ici que le diagnostic de mes troubles psychiques a été posé. Aujourd'hui, je suis stabilisée. Voici une liste des stratégies dont j'use pour gérer mes émotions. La connaissance de soi. Depuis l'âge de 20 ans,
psychiatres et psychologues font partie de mon parcours. Après toutes ces années d'introspection, je pense me connaître et mieux repérer les traceurs de mon instabilité émotionnelle. Pourtant, des périodes d'oscillation demeurent, et c'est là qu'intervient l'inconnaissance de soi. Certes, je ne peux pas éviter la violence de certaines émotions, mais je parviens à minimiser les dégâts qu'elles provoquent. Désormais, quand je suis triste, je ne lutte plus contre ce sentiment douloureux, je l'accepte. Par exemple, si l'envie de pleurer m'envahit, je m'assois et je laisse le chagrin m'inonder. La fonction des larmes est salvatrice. Elle me libère en me quittant. Par ailleurs, si mes angoisses se multiplient au point de craindre le monde qui m'entoure ou me craindre moi-même, j'en parle haut et fort, je ne me retiens plus. J'actionne le processus, je souffre, j'ai besoin de mes personnes ressources, infirmières, psychologues, psychiatres, famille. L'amour et le soutien qu'elles me témoignent me redonnent le courage et la force nécessaire de me lever chaque matin. La psychogénéalogie. Ce travail sur mon arbre généalogique m'a permis de mieux comprendre mes origines et quelle était l'histoire de mes parents. En effet, durant de très nombreuses années, la vie et le suicide de ma mère étaient des sujets absolument tabous. Pour mieux gérer mes troubles psychiques, il fallait des réponses à mes questions. Cette recherche sur mon passé et mes parents m'ont à la fois éclairée et aidée à grandir. Il fallait à tout prix que je sois une autre, que je naisse une seconde fois Il fallait à tout prix que je sois une autre, que je naisse une seconde fois afin d'être débarrassée des fantômes de mon passé. Aujourd'hui, je me sens plus sereine lorsque je repense à mon enfance et à mon adolescence. Des moments de chagrin persistent, mais je pense qu'ils sont tout à fait normaux, en ce sens que tout à chacun les ressent aussi. Un traitement bien adapté et une alimentation saine. Après la naissance de mon fils en 1994, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs. Avant, des anxiolytiques et des somnifères m'étaient prescrits. Les thymorégulateurs sont arrivés une fois le diagnostic de ma maladie posé en 2012. Il a fallu plusieurs années, pour trouver le bon dosage de ces médicaments, d'où les allers-retours incessants en hôpital psychiatrique. Désormais, je prends mes comprimés à la même heure, chaque matin et soir. Je maudis parfois certains effets indésirables. Troubles de la mémoire, coups de fatigue, difficultés de concentration, impatience. Mais je n'ai pas le choix. C'est une question de survie mentale. Par ailleurs, je consulte tous les 10 jours une psychologue avec laquelle je consolide les piliers de ma psyché. Chaque jour, je mange des fruits et des légumes issus de circuits courts. Je mange bio, en gros. J'essaie d'avoir des bons plans. Enfin, voilà, je fais attention à ce que je mange. Et je pense qu'une bonne alimentation est un paramètre important dans ma stratégie de bien-être. Un entourage bienveillant. J'ai compris combien il est important d'être entouré de personnes aimantes qui vous hissent vers le haut. Compte tenu de ma grande fragilité, je n'ai pas toujours su reconnaître les vampires qui ont traversé ma route. Oui, des vampires. Vous savez, ces êtres trop charismatiques qui aspirent votre énergie et perturbent votre équilibre. Désormais, je suis prudente. J'écoute ma voix intérieure lorsqu'elle dit « Attention, danger ». Mes repères familiaux ont explosé à l'annonce du décès de ma mère. J'ai grandi avec ce schéma éclaté. Mais un événement très inattendu s'est produit en 2015. J'ai enfin retrouvé le sens précieux du mot « famille » avec mes sœurs qui se sont rapprochées de moi et m'ont soutenue. Leur amour a tout bouleversé et j'ai retrouvé une vraie place au sein d'une fratrie.
C'est un sentiment incroyable et puissant. Je suis maman d'un jeune homme. Il avait 18 ans lorsque je lui ai annoncé le diagnostic de mes troubles psychiques. Au début, il s'est tenu à distance. Puis, petit à petit, il s'est rapproché de moi et nous avons beaucoup parlé des conséquences de ma maladie sur son éducation. Puis, il y eut ce jour complètement miraculeux. Mon fils était devant moi, le visage serein. Je lui ai alors demandé « Me donnerais-tu une nouvelle chance d'être ta maman ?» Il m'a serré dans ses bras et j'ai pleuré de joie. Aujourd'hui, notre relation est apaisée. Je fais partie de l'association Le Phare des Deux Pôles depuis l'année 2016. Chaque adhérent a un parcours de vie fort différent, mais la maladie nous réunit. Nous partageons des moments forts et émouvants lors des groupes de parole, des événements culturels et des ateliers thématiques. Merci. Depuis que je suis membre de cette association, j'ai une meilleure confiance en moi et je m'épanouis un peu plus chaque jour. J'ai noué de belles amitiés et je me sens plus forte qu'auparavant. Les activités hebdomadaires. Je fais en sorte d'avoir des activités pendant la semaine et d'être entourée par des personnes différentes. Le bénévolat est un excellent moyen de rompre avec la solitude et de pénétrer dans un réseau social porteur de belles rencontres et d'aventures. Je m'occupe de la mise à jour du site internet d'une association de personnes malvoyantes et non-voyantes et je les accompagne lors de sorties culturelles. Le sport. J'ai toujours pratiqué une activité sportive, et cela depuis mon jeune âge. Actuellement, donc en 2016, je jouais au badminton. Et j'allais nager avec... comment ? 2019, voilà. À cette époque, je jouais au badminton, j'allais me baigner dans la mer avec les copines le matin. Hyper efficace. Mon sommeil est amélioré. Mon corps plus dynamique, mon humeur moins polluée par les angoisses. Parfois, il m'arrive de ne rien faire pendant plusieurs mois. Alors, je cherche la motivation. J'attends. Et cette motivation finit toujours par arriver. Les cours de soutien scolaire. 3 fois par semaine et durant 1h30, je me rends chez mes jeunes élèves pour les aider à faire leurs devoirs. C'est une source de satisfaction importante. Non seulement ils progressent et se sentent fiers d'eux, quant à moi, je révise. Par ce moyen aussi, je rends plus supportable cette mère tyrannique que je fus lorsque mon fils ne voulait pas travailler. La curiosité. La curiosité est un véritable atout pour ne pas rester esclave de l'ignorance. La curiosité permet d'avancer dans la compréhension des mondes qui nous entourent. Comme il est agréable d'être bouleversé et interpellé par les émotions des artistes. Acteurs, comédiens, peintres, sculpteurs, chanteurs, circassiens, écrivains, danseurs, cinéastes sont indispensables à mon univers. Ils agrandissent le champ de mes réflexions et me font voyager. La curiosité, c'est aussi l'attrait des autres villes, des autres pays. J'aime voyager. En France, à l'étranger, peu importe. L'essentiel réside dans la découverte des autres, leur culture, leurs histoires, leurs coutumes, leurs villes. Rester confiné dans une cité me lasse. C'est pourquoi l'appel du large me dévore par moments. En fonction de mes moyens, je me déplace à droite, à gauche. Ne jamais faire de surplace. Jamais. Enfin, limiter les excès. J'avoue, et même encore maintenant, j'ai toujours aimé les soirées et les fêtes. Mais je veille à ne plus en abuser grâce à un agenda mural sur lequel je coche toutes les fois où je bois un verre de vin, ou plusieurs. Lorsque les croix deviennent trop rapprochées ou trop nombreuses, je ralentis la cadence et fais en sorte de rester dans une micro-consommation. J'ai également trouvé une autre tactique pour éviter les excès. Je me lève assez tôt tous les jours,
Petit-déj, toilette et hop, j'enclenche ma journée, même si l'envie me manque parfois. Lorsque le soir arrive, je ressens une bonne fatigue et par conséquent, la routine de mes soirées ne m'effraie plus. Je profite de ce moment pour appeler mon fils, ma famille et mes amis, regarder mes messages, programmer des films, préparer un repas équilibré et penser au lendemain. Je conclurai avec cette simple phrase. Tout cela, je l'ai créé. Alors, il est coutume de dire gardez le meilleur pour la fin. J'espère ne pas vous infliger l'exact contraire. Alors, je vais vous lire le texte d'Alexandre. Né en 1982, enfant devant la télé, introverti et élevé avec beaucoup d'amour par une mère très protectrice. J'ai cherché mes modèles sur les écrans, puis la vie m'a doucement révélé une amère fragilité. Mon récit éclairera d'autres aventuriers de ces épreuves innommables et ceux qui les regardent. Dans la littérature, les séries, au cinéma, la folie est populaire. Elle fascine, tel le dernier Joker. Secousse cinématographique. A contrario, dans la vie, suscite-t-elle une incompréhension, crainte, rejet. Ceux qui dégustent cette pénombre supporteront le masque de la normalité, évitant à minima l'écart, sinon certains regards. Le masque social est primordial pour vivre en société et tendre au bonheur dans un contexte pré-révolutionnaire de gilets jaunes, de délabrement planétaire ou du déclin de cette civilisation industrielle. Toujours faut-il, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux pendant que Socrate regarde Netflix. Aujourd'hui est excellée la prescription de psychotropes. Le burn-out est reconnu maladie professionnelle. Selon Le Monde du 20 septembre 2019, chaque année, 2,5 millions de personnes connaissent la dépression. Bientôt, première cause d'arrêt maladie en France. 12 millions sont touchés par la maladie mentale. Le coût des maladies psychiatriques dépasse celui des maladies cardiovasculaires ou des cancers. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade, disait Jiddu Krishnamurti. Au postulat, l'existence actuelle n'est pas simple, donc elle est difficile. Pensez ici aux fadas se spécialisant dans d'indomptables turbulences aléatoires de l'humeur. Ils sont terriblement courageux. La statistique observe 2,5% de la population surfant sur le trouble bipolaire, soit 1,6 million de bipotes. Selon l'OMS, il figure au 6e rang parmi les 10 pathologies les plus invalidantes. Espérance de vie diminuée en moyenne de 15 ans avec les comorbidités. Un quart des malheureux choisiront l'irréversible. Sinon, tu vas bien ? Bof. Et toi ? Ma fragilité s'est affirmée à 23 ans, quand je cherchais encore mon identité et ma place dans l'armée. Mon speed diagnostic fut délivré par un médecin colonel 1 an après 2 dépressions, ponctué d'un magistral délire paranoïde maniaque où j'ai fui des centaines de kilomètres, sûr d'avoir été formé agent secret dormant. Puis, plus tard, le second virage maniaque, induit par l'antidépresseur, déterminant. Pourquoi moi ? Qu'ai-je moins ou différent que les autres ? C'est quel grade le type 2 ? Vais-je guérir un jour ? La psychose s'invite dans l'esprit, n'arrive plus à accepter le réel, alors il en fabrique d'autres de toutes pièces, entre inconcevables et romanesques. Je croyais être l'élu de la matrice ou du divin. Tantôt explorateur du sommet, quelque chose me ramène ensuite au fond du fond et vice-versa ad vitam aeternam. Ces putains d'élogations de l'humeur se reconduiront tant que le chemin de connaissance, d'estime et d'amour de soi progresse. Maladie psychosomatique ou somatopsychique, toutes s'invitent à s'écouter, se réaligner. Quelle autre nécessité donner à mon trouble psychique ? Entre 7 à 13 millions d'années ont édifié notre fabuleuse complexité biologique, à l'instar de notre psychologie qui en est tout aussi le fruit, même les babachous.
Cependant, demeurent à ce jour des zones d'ombre sur le fonctionnement du cerveau, aussi passionnant que la compréhension partielle du cosmos. Et sinon, tu fais quoi dans la vie ? J'élève des cactus. Aïe, 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 oui. Mes 13 dernières années étaient du pédalage dans le yaourt, collectant les échecs professionnels avec la redondante révélation de ne pas être à ma place, faisant de mon CV un zigzag atypique, sans titre ni objectif. Parlez-moi de vous. Quels sont vos points forts, votre pire faiblesse ? Comment expliquez-vous les longues périodes sans emploi ? Savez-vous travailler sous la pression et où vous voyez-vous dans 5 ans ? Alors, j'aime la torture psychologique en environnement garni d'individualistes où l'injonction de la finance, dont la croissance illimitée, fût-elle le progrès technologique et à l'informatique, furent censés soulager le travail et ont probablement permis de rendre caduque la présence humaine, démultipliant le nombre de chômeurs et octroyant une pression pour que mes futurs collègues et moi soyons vraiment, vraiment sérieux au boulot. J'atteindrai le burn-out dans 5 ans. Enfin, le turnover stimulera la compétitivité et le meilleur de tous. Oscillant du surpoids à l'obésité, j'ai régulièrement eu la conviction d'être guéri et de pouvoir arrêter mes drogues médicales. Certaines molécules, dont le lithium, ont un mode d'action encore pas clairement et totalement élucidé par les laborantins ensorceleurs-chercheurs. Avec l'aide de mon futur associé Elon Musk, avant 2026, je les expédie dans une fusée low cost par-delà la stratosphère avec leur poudre de perlimpinpin. Ils résoudront les paradoxes stellaires par sérendipité. À chaque arrêt précipité de mes comprimés, je décompensais en séjour hospitalier psy, mes 10 missions Opération Sainte-Marie, me sentant retourner à la case départ ou prison. Enfin, je me suis rencontré. L'introverti s'est décoincé, retrouve l'humour, l'amour. Devenir à l'aise avec mes émotions, ma pensée et leurs expressions est savoureux. La psyché est balèze. Ce chemin dans le yaourt fut parfait pour m'apprivoiser, me sentir bien dans ma peau et apprécier le réel. L'imaginaire en arrière-plan. Plus besoin de me faire des films, j'ai bazardé ma télé. Spectateur jusqu'alors, réalisateur je deviens en explorant mon mode d'action. Jim Carrey, bipote et comédien, osant du ridicule au burlesque, notamment dans The Mask, offre aux spectateurs admiratifs ces côtés décalés que la société réprime. Regardez les gens autour de vous dans les rues, les transports et au travail. Quelle gueule et rôle sérieux se donnent-ils la plupart ? Telle une culture du devoir-être sérieux, masque de tristesse, on ne va pas mourir de rire. Non mais, t'es sincère là ? Oui, mais on n'est pas là pour déconner, je suis sérieux. Allez, boulot, boulot. Les discours publics de l'acteur sont profonds, drôles et inspirants, probablement issus d'un chemin infernal de croix. N'est-il pas meilleur rôle que celui de pouvoir inspirer sagesse dans ce monde un peu fou ? Qu'est-ce que j'ai de moins que les autres ? A posteriori, rien. Jacques Salomé me conforte en écrivant que ceux qui connaissent leur part irrationnelle sont d'une manière des êtres complets au regard de ceux se pensant normaux et qui l'ignorent. Et sinon, tu as visité combien de pays dans ta vie ? J'ai un peu pris l'avion. Cependant, j'ai pu faire le tour de moi-même. Une fois, le plus grand des voyageurs, selon Confucius. Je vis content de rien et j'ai l'impression de posséder toute chose. Mon travail au noir alchimique fait désormais rayonner quelque chose d'immanent, que peu d'éléments extérieurs conditionneront. Puisse-t-elle être virale au regard des dieux et de l'univers ? Une fois, ou la joie. Un truc de dingue qui pétille mon quotidien. Je suis bien heureux du regard de mes proches en ma nouvelle présence. Je conserve dans ma panoplie de résilience. Guérir le stress, l'anxiété, la dépression sans médicaments ni psychanalyse, du regretté docteur Servan-Schreiber, qui m'a souvent permis de retrouver l'étincelle, notamment par le sport. La biodanza, ou danse de la vie, une pratique d'épanouissement humain définie par son créateur comme une pédagogie de l'art de vivre et poétique de la rencontre humaine. Le jeûne intermittent, qui reprogramme durablement le thermostat de la gloutonnerie.
les lois de l'obésité, tout ce que vous savez sur la perte de poids est faux, du docteur Fung. Le minimalisme, philosophie de vie du courant zen, ma partenaire de vie. La méditation et le mindfulness m'ont mis sur le chemin du savoir-être, ici et maintenant. Une conférence de l'ex-psychiatre Christophe André m'y a galvanisé, puis convaincu. Être consciemment présent me donne une ouverture de champ des possibles. Mon regard attentif cueillera la chance, les sourires et les opportunités, et aussi les universelles emmerdes, la shkumun. Le monde peut être difficile et magnifique, question de perception. Je ne cherche plus ma place, j'y suis partout. Je rentre doucement dans cette belle ronde, je te regarde et je te tends ma main.